Bonsoir à tous et bienvenue dans Foot 365, l'émission Foot 365, l'émission qui, vous le savez sans doute, est un petit peu le prolongement, la version TV et interactive du site Foot 365, foot365.fr, représenté ce soir par son plus emblématique sniper. Il est de retour, Nicolas Puravo. Bonsoir Nicolas. Bonsoir tout le monde. Nicolas qui, il faut le dire, a été touché par une terrible grippe. J'étais taclé par derrière, on peut le dire. Par derrière. On dit d'ailleurs que cette année, la grippe, elle est particulièrement elle est pas mal, dure. ouais. Depuis 15 ans, c'est la plus grosse, la plus dure épidémie. Vous l'aurez dans quelques jours. Hein. J'ai bon ramené D'accord, des sympa. virus. Là, toujours sympathique. Heureusement, lui est en pleine forme. Antoine Morin est avec nous ce soir. Salut Antoine. Bonsoir messieurs. Confirmé, vous êtes en pleine forme. Pas de problème. Bon, on va voir si notre internaute, téléspectateur, témoin du soir, Mathieu est en pleine forme. Salut Mathieu. Salut à vous trois. Autant en forme que vous trois, il n'y a pas de souci. Bon, que nous deux en tout cas, parce que Nicolas revient d'une grippe. Bon, il n'est pas à 100%. Ouais. Voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais bon, on le teste, on va voir. Ça va. Pardon? Si ça peut lui remettre les idées en place, ça va. Oh là là, sympa. D'accord. Je suis content d'être revenu déjà. Tiens, on va demander à Mathieu ce qu'il en pense, lui. Alors, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est anodin ou pas, selon toi? C'est un peu anodin dans la mesure où on s'attendait vraiment à ce qu'il soit reconduit. Il a un très bon bilan à la tête de l'équipe de France. Et surtout, plus que sa situation contractuelle, c'est son rapport avec les joueurs et avec l'équipe, qui est pour l'instant excellent. C'est un entraîneur qui a toujours eu des résultats, donc il est très respecté de son équipe, de ses joueurs. Donc bon, un non-événement pour moi, un non-événement, et c'est très logique. Et puis, bon, dans l'absolu, c'est une très bonne nouvelle parce que je pense que Deschamps fait du très bon boulot et qu'il va pouvoir préparer très sereinement cet Euro 2016 qui nous laisse les plus grandes espérances. Mathieu, tu es d'accord avec ce que vient de nous dire Antoine brillamment, à savoir cette démonstration, voilà, le choc psychologique, mais parfois, même souvent, ça ne sert à rien et c'est une illusion? C'est vrai, c'est sûr que le choc psychologique, le changement d'entraîneur à la 30e journée, si ça marchait, ça se saurait. Faut vraiment, je pense, féliciter le travail de Gourvenec, qui est souvent, je trouve, pas assez mis en lumière parce que c'est pas une grande gueule entre guillemets, mais il travaille bien dans l'ombre, il fait un gros travail avec son équipe. Moi, je me rappelle, il était venu jouer en fin de carrière à Angers. C'était déjà un leader sur le terrain, et donc je pense que c'est un entraîneur qui fait du très bon boulot. Et puis surtout, un grand bravo à cette équipe de Guingamp qui est très combative. On le voit que ce soit en coupe, dans les coupes nationales, en coupe d'Europe ou en championnat. Il lâche jamais, et bon, ça fait vraiment plaisir par rapport à des fois des équipes, des cylindrées supérieures qui peuvent se permettre, on en parlait la dernière fois, mais en Coupe de Ligue, de se lâcher des demi-finales de Coupe de Ligue. Enfin voilà, c'est quand même un exemple à suivre, le petit Guingamp. On est d'accord. Mathieu, cette équipe de l'AS Monaco, on l'a décrit souvent comme une équipe peu spectaculaire, devant laquelle on s'ennuie parfois, voire souvent. Tu es d'accord avec ça? Ouais, moi j'ai vu la fin du match. J'ai pas trouvé ça non plus extrêmement enthousiasmant. Après, ils avaient pas le choix. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après leur pâle demi-finale de Coupe de la Ligue, là, s'ils passaient pas, là, ça aurait été un peu la faute professionnelle. Donc, ils ont fait le taf. Enfin, c'est une équipe de Rennes qui va faire attention, parce que je connais plusieurs supporters rennais. Ils sont vraiment désespérés. Ils sont en train de se coller une étiquette de loser. Rennes en Ligue 1, ça devient un peu le Châteauroux, le Créteil de Ligue 1, c'est-à-dire toujours dans le ventre mou, saison après saison, jamais à jouer le maintien, jamais à jouer le podium ou la Coupe d'Europe. Et va falloir faire attention, parce que c'est comme ça qu'après, les clubs peuvent vite partir en sucette, si vous me permettez l'expression. On te le pardonne. Tu es en train de nous dire que c'est un petit peu le Angers de la Ligue 2, quoi, c'est ça? Ah non, Angers, on est toujours en haut de classement, il n'y a pas de souci, on joue toujours là. Dans le haut du ventre mou, dans l'estomac, quoi, un petit peu, c'est ça. Vous êtes dans l'estomac de la Ligue 2, c'est pas mal. Allez, un petit effort et vous allez arriver à la Ligue 1. Un supporter angevin peut-il se réjouir d'une défaite de Nantes? A priori, oui, mais bon, ça serait moche, n'est-ce pas, mon cher Mathieu? Donc, bien sûr qu'on se réjouit de cette équipe sur Nantes. Le rival historique, Nantes. Non, mais là, il y avait même pas de match, quoi. Ils auraient mieux fait de mettre les supporters sur le terrain, qui étaient beaucoup plus chauds bouillants. Par contre, très belle prestation des supporters nantais. Hein. Ça, par contre, tu ne peux pas leur retirer, parce qu'il y avait des images spectaculaires. Ouais, là, j'avoue, là, ils ont bien donné de la voix. Oui, et puis surtout, ils ont animé un petit peu un Parc des Princes qui, on l'a quand même souvent dit sur ce plateau, n'est plus l'ombre que de ce qu'il était. Donc, c'était pas mal d'avoir ces 1500 supporters nantais mettre le feu au Parc des Princes. Ça fait du bien. Non, c'est sûr que ça fait toujours plaisir. Alors, par contre, à l'inverse, l'apathie générale, effectivement, de l'équipe nantaise, comme on disait, comme vous disiez sur le plateau, ça m'étonne un peu de Der Zakarian, lui qui a toujours des coups de sang. Il n'a même pas réussi à les remobiliser à la mi-temps. Non, voilà, enfin, c'est un match où il n'y a vraiment rien à dire. Il y avait une équipe qui était largement au-dessus de l'autre et même en marchant. Donc, bon, voilà, les Nantais, retour au poulailler pour les Canaries. Ouh, c'est pas mal. Tiens, les jeux de mots sur les Canaries, j'en ai d'autres en stock, puisque c'est la lucarne sur foot365.fr qui nous l'a posé, celui-là. Paris a fait un taureau et les Canaries ont fait la vachette. Pas mal aussi, non?
Ça passe. C'est un beau choc, non? PSG Monaco. Ah, je croyais que vous disiez Concarneau. Bah, aussi, tiens. Oui, PSG Monaco, c'est un beau choc, mais ça va arriver à un moment où les deux équipes seront en plein dans leur huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, ça interviendra 3 jours après ou 3 jours avant. Il n'y aura sûrement pas les deux équipes types pour ce match. Et après, ça peut être un match. Ouais, de toute façon, ce sera un match intéressant. C'est le choc de priori, oui. Mathieu, est-ce que c'est un choc pour toi? Est-ce que c'est un choc qui promet? D'ailleurs, c'est ce qu'ont tweeté, regardez, les clubs de Monaco et de Paris sur les réseaux sociaux. Oui, objectivement, c'est un choc parce que ce sont 2 grosses cylindrées de la Ligue 1. Après, j'espère juste seulement qu'il y aura un peu plus d'intensité et de niveau de jeu que les matchs précédents. Mais oui, a priori, ça devrait être un match qui pourrait tenir toutes ses promesses, surtout que Cavani, s'il est encore une nouvelle fois titulaire, aura à cœur qu'il peut jouer tout autant qu'Ibra. Donc, bon, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant par rapport aux titulaires et aux remplaçants potentiels du PSG de voir comment chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Eh bien, ça sera à suivre donc courant mars, non, j'imagine. J'ai pas vu la. Oui, c'est 3 et 4 mars, me dit-on. Voilà. C'est juste après ou juste avant le match de championnat entre les deux équipes. Juste avant le 8e retour. Voilà, tout de suite, il est l'heure de consulter le reste de l'information sportive. 3 infos en 65 secondes sur Sport 365 et on se retrouve avec Nicolas, Antoine et Mathieu. À tout de suite. Quand la com vient au secours du terrain, si vous préférez, on va le voir avec une vidéo de soutien. Alors, elle est discutée, cette vidéo de soutien. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est une vidéo de soutien au FC Metz avec ce slogan « Metz est prêt, nous sommes prêts », clame le FC Metz. Reste à savoir pourquoi. Voilà donc pour cette vidéo de soutien au FC Metz, une vidéo, vous l'avez vu, je trouve assez sobre. À l'Est, a priori, on n'est pas du tout convaincu. On va aller voir du côté de l'Ouest de la France, du côté d'Angers, si on est plus convaincu par ce genre d'initiative. Moi, je sais pas, est-ce que la com peut sauver quand les carottes sont cuites? Je pense pas. Donc tu es en train de nous dire que de toute façon, ça sert à rien? C'est dur, non? Ouais, non, ça sert à rien. C'est les dynamiques qui comptent quand on est sur 12 matchs sans victoire. Voilà, c'est un peu un geste désespéré, mais c'est une vidéo qui est destinée concrètement qui est destinée qu'aux supporters messins, c'est-à-dire voilà, continuez à venir nous supporter au stade pendant encore une dizaine de matchs, fuyez pas les travées dès à présent. Voilà, après est-ce que ça va marcher? Moi personnellement je connais pas trop de supporters messins, donc j'ai peu pu en discuter avec eux, mais je suis pas sûr que ça motive plus que ça. Les vrais supporters, ils y vont, vidéo ou pas vidéo. Donc de toute façon, mais après, c'est vrai qu'il peut y avoir un engouement, qu'on parlait de dynamique. Alors la dynamique, elle se fait avant tout, bien sûr, sur le terrain avec les résultats. Mais il peut y avoir une dynamique du club qui fait que voilà, on demande cette unité et cette adhésion à ce projet, à cette lutte pour le maintien. Non, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que Metz, c'est une vraie ville de foot. Que même quand ils étaient en National et en Ligue 2, le stade était plein. Donc voilà, je ne pense pas que même malgré la série actuelle, les gens se mettent à déserter le stade. Il y a une grosse frustration, une grosse colère par rapport à certains choix, notamment d'Albert Cartier, qui ne sont pas compris par pas mal de monde. Après, pour le reste, voilà, Metz, c'est une ville de foot, il y aura des gens au stade. Ce n'est pas une vidéo qui changera le fait que les gens iront ou pas au stade. Ouais, mais il y a des gens qui viennent au stade et qui ne sont pas concernés ou qui n'y croient plus. Donc, à mon avis, c'est plus une manière de leur dire... Ne baissez pas les bras. Qui commence par battre Brest ce soir en Coupe de France. Et puis, effectivement, déjà, ça incitera peut-être les gens à être un peu plus optimistes. Forcément. Bon. Mathieu, dernier mot? Non, mais c'est ça en fait. Je rebondis un peu sur ce que je disais auparavant, mais c'est une vidéo qui est destinée à Metz, il y a à peu près quoi, on va dire. Elle a un noyau de fervents supporters de, on va dire, 10-12 000 personnes. La vidéo, c'est destiné aux 8-9 000 autres, voilà, qu'ils essayent de mobiliser et puis voilà, en faisant croire que
ça va pouvoir se sauver, mais ça ne se sauvera pas, moi je vous l'annonce. Oh là 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 là. On sent que le SCO a vraiment envie de retrouver sa place. Ça y est, mais est-ce que tu avais enterré Caen comme tout le monde il y a 1 mois et demi? Parce que Voir Guingamp. il y en a beaucoup qui ont enterré Caen aussi, et puis finalement ils sont là. Hein. Nous avait dit que Bouffal allait aussi tout cartonner à lui, un jour après. J'en étais sûr. Alors, Mathieu, un peu moins le malin là. Donc les Messins peuvent y croire d'un coup. Hein. On interdit les déplacements, parce que comme ça, il n'y a plus de problème, c'est plus simple. Voilà, c'est extrêmement dommage. Je pense que le dialogue est toujours une solution plus intelligente, mais bon, visiblement, ce n'est pas le cas pour ces messieurs. Mathieu, tu l'auras compris, on est tous les trois ici sur le plateau assez interloqués par cette absence des dirigeants français. Est-ce que toi tu la comprends ou est-ce que tu partages notre étonnement? Non, je la comprends pas. Je trouve ça même scandaleux en fait. Donc évidemment, je vais être un peu moins objectif parce que moi, effectivement, je suis supporter et donc je suis souvent amené et à me déplacer et à suivre un peu la politique effectivement des instances du football français envers les groupes de supporters, etc. Mais ça correspond à une tendance lourde qui dure déjà maintenant depuis une quinzaine d'années. Je voudrais quand même rappeler que, par exemple, messieurs Thierry et compagnie, de juillet à décembre 2012, nous avaient mis les matchs de Ligue 2 pour complaire à beIN Sport à 18h45 le vendredi. On s'en souvient. Et après, après 6 mois qu'il n'y avait plus personne dans les stades, on est enfin revenu à 20h. Et puis on avait bougé les matchs parce qu'avant c'était le samedi à 20h. Enfin bon, voilà. Enfin, je veux dire, voilà, concrètement, les supporters, c'est la dernière de leurs préoccupations. Ils sont bien plus intéressés à revendre les images des droits publicitaires et aux annonceurs. Voilà. Donc moi, je trouve ça vraiment pas oui, les supporters leur rapportent pas d'argent. Pas autant que d'autres, ouais. Oui, mais... Non, mais Bon, en même temps, je pense on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin des supporters et des bons supporters, de ceux qui mettent de l'ambiance dans les stades. hier au parc. Hein. On l'a vu notamment hier soir au parc. Question du jour consacrée aujourd'hui à... Didier Deschamps. Eh oui, Oui, Deschamps. Eh oui. obligé. Eh ben oui, quand même, c'est l'événement du jour, n'est-ce pas Nicolas? C'est le non-événement du jour. Tout misé sur du Truel. Je suis très Bon, on va s'adapter. Alors, on va poser une petite question sur... Non, allez, on reste sur Didier Deschamps, évidemment. Petit indice pour vous, chez vous, et pour Mathieu, s'il a son téléviseur allumé. La question est la suivante. Messieurs, pas d'indice. Donc, pour Mathieu qui n'a pas de téléviseur, c'est pas grave. Tu vas pouvoir tenter de répondre à la question suivante. En 446 matchs d'entraîneur et donc de sélectionneur, donc c'est-à-dire dans toute la carrière d'entraîneur de Didier Deschamps, quel est le taux de victoire de Didier Deschamps? On va dire à 3% près. Et vous avez une petite quinzaine de secondes pour répondre. On me dit que 3% c'est sympa et que c'est facile. Bon, allez, aujourd'hui c'est cadeau. Ah non, on rappelle qu'on est quand même à 100% dans le principe du tyrolien, donc si vous dépassez, par contre, vous êtes fichu. Il n'y a pas la musique du tyrolien. Il n'y a pas la musique, c'est vrai. On va vous la trouver, un de ces quatre. Alors, elle est dans un des jingles du Quiz Quiz, la musique du tyrolien. Attention, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Pas très loin, à mon avis, elle peut arriver tout moment. s'il le faut. Nicolas Puravo, pour ce retour, va nous donner la première réponse sur le taux de victoire de Didier Deschamps en tant qu'entraîneur. La première ou la bonne réponse? Parce que je pense que la bonne réponse, on va dire, c'est autour de 55%. 55%. Et pourquoi la première ou... Non, vous dites la première réponse. Non, je n'aime pas la première. C'est la bonne, d'accord. Parfait. Bon, ça sert à comme ça sert à rien, je vais dire 62%. C'est beaucoup. 62%, ouais, c'est beaucoup. À part sa saison à Monaco, Mathieu, elle n'a pas beaucoup perdu. Hein. C'est beaucoup, ça. Non, ça me paraît beaucoup tout ça. Il y a aussi quelques nuls et quelques défaites. Je vais dire 49%, allez. Ah, c'est pas beaucoup. Là. 49%. Alors, il y a la fin de saison marseillaise qui avait été un peu délicate. Sachant que nous avons deux réponses qui ont fait un petit coup de tyrolien, qui sont passées par-dessus la montagne, puisqu'il y a deux réponses supérieures au taux de réussite de Didier Deschamps. On connaît déjà, alors. Hein. Voilà. C'est nous deux. Hein. On n'est pas idiots. Hein. C'est mathématique, mais je ne voulais pas vous l'annoncer trop brutalement. Donc effectivement, le taux de victoire de Didier Deschamps est de 50,9% sur l'ensemble de sa carrière. Je vais vous en donner le détail. Du côté de Monaco, il était à 47%. La Juve, mais c'était en série B, on était à 67%. Marseille, 50%. Et avec l'équipe de France, on est à 57%, sachant que sur les deux dernières saisons, on est plutôt à 66%. Donc bravo à Mathieu, qui était à 49%, et qui est en plein dedans. Donc bravo Mathieu, bien vu, effectivement. Dans le détail, il y a également 47% de... 26... quand même, gagner quasiment un match sur deux, c'est pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal du tout. Ouais. Il y a également 26% de défaites. Donc effectivement. Il a beaucoup perdu la première année avec Monaco, et il a beaucoup perdu la fin de dernière saison avec Marseille et un peu avec l'équipe de France au début, mais c'est vrai que sinon. Ouais, la première année avec l'équipe de France est très en dessous et ça remonte beaucoup ensuite, ce qui nous donne donc 50,9% de victoire, ce qui est quand même assez énorme. Merci Antoine, merci Nicolas et merci Mathieu. Merci à vous, à bientôt. À bientôt.